Bonjour et bienvenue dans Demain n'attend pas, le podcast qui met en lumière les femmes et les hommes engagés qui construisent un monde meilleur. Alors aujourd'hui, vous allez vous régaler parce que vous allez entendre à mon micro Isabelle Giordano, la grande dame du cinéma des années, on va dire 90, 2000, 2010. Elle était de toutes les chaînes, de toutes les émissions, de toutes les quotidiennes pour nous parler art, culture et cinéma. Aujourd'hui, elle est à la tête de la Fondation BNP Paribas. Et c'est génial de l'avoir à notre micro parce qu'elle nous raconte comment ils agissent quand on est une fondation de la dimension et de l'ancienneté de la Fondation BNP. Mais elle nous rappelle surtout des fondamentaux. Elle nous rappelle que dans la société d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas s'indigner. Elle nous appelle à nos obligations de nous indigner. Elle nous appelle aussi à notre conscience pour qu'on agisse chacun à notre niveau, en bas de chez nous, dans les associations, dans nos métiers. Mais voilà, aujourd'hui c'est notre ressort. Indignez-vous, n'acceptez pas la situation dans laquelle on est, agissez à tous les niveaux. Et puis surtout, n'oubliez pas le rôle non seulement des fondations, des associations, mais aussi le rôle de l'art. On parle beaucoup dans cet épisode du rôle qu'a l'art pour penser les blessures, pour nous faire réaliser les enjeux du monde d'aujourd'hui et aussi pour nous divertir, ne pas l'oublier. Je vais conclure avec peut-être une phrase sur laquelle revient régulièrement Isabelle, qui est notre droit à rêver. Gardons notre droit au rêve, notre droit à créer une société peut-être plus utopique. Et c'est ça qui nous met en mouvement aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute avec Isabelle. Je suis un peu intimidée, Isabelle, parce que j'ai une vraie journaliste face à moi qui suis une journaliste improvisée. Je suis un peu intimidée, mais je suis aussi émue parce qu'en fait, tu m'as accompagnée dans mon enfance, dans mon adolescence plus que mon enfance. Tu étais Madame Cinéma, évidemment, à Canal+. Tu as été de toutes les émissions, et puis avec aussi les autres grands journalistes qui nous ont accompagnés, Denisot, Delarue, Pivot, Sérillon. Tu as été avec tout le monde et dans toutes les chaînes. Et surtout, tu as été dans le travail hyper exigeant des quotidiennes. Donc, tu as vraiment fait partie de notre vie. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Si, je me rends compte parce que souvent, on me parle de tout ça quand je me balade dans la rue. On me dit « vous m'avez aidé à découvrir tel et tel film ». Ouais, ça me surprend pas du tout. C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Et là, tu vois, moi, j'ai un peu l'impression de faire un voyage dans le temps et c'est vraiment génial. Alors, je te vois aussi aujourd'hui, en tant que journaliste, tu étais déjà engagée, on va en reparler, mais je te vois aussi aujourd'hui parce qu'à un moment, tu as fait un pivot, plutôt récemment, il y a un peu moins de 5 ans. Et aujourd'hui, tu diriges la Fondation BNP Paribas, qui est une des fondations les plus anciennes et puis les plus richement dotées aussi de France, avec un poste qui est à nouveau quand même très exigeant, et qui a un impact qui est majeur sur à la fois toute la géographie associative française. Et on va le voir, vous êtes partout. Et puis un peu à l'international aussi. Quand même, moi, ça m'a donné le tournis quand j'ai commencé à rentrer dans tout ce que vous soutenez. Beaucoup d'associatifs sociaux, beaucoup. Aussi des soutiens à la recherche scientifique, en particulier sur le plan environnemental, qui en a tant besoin aujourd'hui. Et puis le monde artistique que tu connais bien et que tu continues de soutenir là. Alors, tu es passé du coup d'un monde, d'une activité de journaliste. Je pense que tu es toujours un peu journaliste, on en reparlera parce que tu portes des récits, à une activité où tu as le pouvoir de faire l'échec et de soutenir. C'est un pivot qui est super intéressant et sur lequel j'aimerais bien revenir avec toi. D'autant plus qu'il y a beaucoup des personnes qui nous écoutent, qui se demandent comment aller dans l'impact. Est-ce que finalement ma première vie, ma première carrière peut me soutenir et comment est-ce que je fais cette transformation de carrière ? Mais avant de commencer là-dessus et avant évidemment de rentrer à 2 pieds sur BNP Paribas, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours, si tu veux bien. J'ai lu que tu avais dit récemment dans un post LinkedIn « Servir la jeunesse, l'écouter, l'aider, ça donne du sens à ma vie. Je sais pourquoi je me lève le matin, même quand le flot d'informations me donne un grand sentiment d'impuissance. J'ai trouvé beaucoup de sens au sein de la fondation dans laquelle j'ai choisi d'agir, servir l'intérêt général, le collectif, être fier avec les femmes et les hommes engagés. C'est une manière d'avoir de l'espérance pour nous et notre société. » J'ai trouvé d'abord ta phrase magnifique. Elle a beaucoup résonné. Merci.
Et j'avais envie de commencer notre échange là-dessus et que tu nous dises d'où vient cette envie, ce besoin d'engagement. Et tu vois, si on remonte à ton enfance, est-ce que c'était quelque chose que t'ont véhiculé tes parents ? Oui, je viens d'une famille où le mot engagement n'existait pas, mais je pense que la notion de bienveillance, d'être à l'écoute des autres, c'était quelque chose d'important. Après, je viens pas d'une famille où on a été de nombreux militants associatifs, dirigeants de telle ou telle association, etc. Pas du tout. Mon père était prothésiste dentaire, ma mère était secrétaire. Mais je crois que peut-être le mélange des cultures, puisque mon père était italien, ma mère était guadeloupéenne, je pense que c'est ce qui fait peut-être aussi qu'on a un rapport au monde un peu différent quand on a eu un parcours d'immigrés, il faut appeler ça comme ça, ou quand on vient effectivement d'une île des Dom-Tom et qu'on arrive à Paris dans les années 60. Je pense qu'effectivement, ça doit donner un rapport au monde spécifique. Et après, je ne saurais pas dater mon engagement, mais je pense que j'ai toujours eu envie de servir. J'aime beaucoup ce verbe, même s'il paraît un peu connoté, un peu daté, un peu vieillot. J'aime servir mon pays, j'aime servir les autres. J'aurais pu être dans un bar et servir les gens à table. Je l'aurais fait avec beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de respect pour les cuisiniers. J'ai une grande passion pour ceux qui font la cuisine et qui nous nourrissent. Mais voilà, donc le service, l'engagement, ce sont des notions qui sont importantes pour moi depuis très longtemps, mais je ne saurais pas le dater. Et je pense que quelque part, il y a une partie de la culture familiale, bien sûr, qui est en jeu. Et puis tu vas choisir de faire Sciences Po. Sciences Po, c'est aussi une école qui sert quelque part. C'est une école où la notion de service public est quand même très forte. Tout à fait. Donc on y rentre aussi pour pouvoir servir. J'aime bien ce mot-là, moi je le garde. On parle beaucoup du mot activisme, mais c'est des mots qui sont aussi très connotés avec une forme de lutte contre. Peut-être que dans le mot servir, il y a une douceur, une transformation. On lutte pour. C'est ça aussi. Lutte pour, ouais, absolument. Donc tu fais Sciences Po et tu vas aller très vite en fait dans le journalisme, avec énormément de succès très très vite. Et ce journalisme-là, tu vas le mettre au service de la culture, au service du cinéma. Et puis très très vite, tu vas quand même y ajouter une touche d'engagement, une touche de faire. Comment est-ce que ça te vient, tu vois, parce que tu aurais pu rester dans le récit, dans l'interview, comme on le fait là. Pour autant, tu vas assez vite. Alors attends, je vais peut-être redonner 2-3 choses. Tu vas lancer le cinéma pour tous. Tu vas être, je vais te laisser en parler, de les présenter. Tu vas être marraine de l'association Les Toiles Enchantées. Tu vas être ambassadrice de l'ONG Plan pour l'éducation et les droits des filles dans le monde. Donc, tu vois, on sent bien qu'il y a ce que tu fais derrière le micro et puis il y a tous tes engagements qui viennent se rajouter assez rapidement. Alors, il n'y a bien sûr aucun mérite à cela. Je pense qu'on est nombreux à considérer que quand on a un métier public, quand on a une image, une notoriété, c'est plus intéressant plutôt que de la garder pour soi. C'est plus intéressant de la mettre au service d'une cause. Donc, effectivement, j'ai fait, dès le premier jour où je suis rentrée à Canal, ce choix, quitte à être quelqu'un de célèbre, puisque je ne l'ai pas souhaité. Je n'ai pas souhaité être célèbre, j'ai juste souhaité faire de la télévision parce que j'adore ce média, qui permet justement d'être en lien, en relation avec énormément de gens. Mais j'ai choisi effectivement de créer ma propre association, Cinéma pour tous, et puis ensuite de me proposer, ou quand on me demandait, en tout cas on me l'a proposé souvent, d'être marraine ou ambassadrice de telle ou telle cause ou de telle ou telle association. Ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que j'ai voulu mettre aussi du sens dans mon métier de journaliste. C'est vrai que je parlais de cinéma tous les soirs à la télévision, mais je trouvais bien que ce soit d'une part un divertissement. Je pense que c'est bien de divertir les gens, de leur amener effectivement cette fenêtre sur le monde, avec des stars. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui nous divertissent. Mais je crois aussi que c'était bien d'amener une dimension de compréhension du monde. Et je pense que le cinéma est un des outils qui nous permet le mieux possible de comprendre le chaos du monde, de comprendre ce qu'est l'être humain, de se comprendre ce qu'est le cerveau, la sensibilité, la nature humaine. Voilà, toutes ces explications qui souvent nous laissent pantois, nous laissent impuissants, nous laissent effectivement dans l'incrédulité. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure réponse que celle d'un cinéaste, ou plus globalement la réponse de la culture au chaos du monde. C'est pour moi ce qui est de plus intéressant. Et de pouvoir le faire en plus à 1 heure de grande écoute sur une chaîne comme Canal+, qui à l'époque était extrêmement regardée. J'ai tenté là aussi de mettre du sens, pas seulement en dehors de mon travail, mais dans mon travail. Ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'être en accord avec mes convictions personnelles, y compris dès le matin quand je pousse la porte du bureau.
Alors, tu le dis, en fait, ça a pris deux formes. Ça a été dans le contenu que tu véhiculais dans toutes tes émissions, où tu avais quand même une certaine idée de la culture et du divertissement. Mais voilà, qu'est-ce que ça peut apporter ? Et puis, au travers des associations que tu as créées ou soutenues, comment c'est venu cette première association ? Tu vois, comment à un moment on se dit, en fait, je vais passer de l'autre côté. Ça, alors, en l'occurrence, pour ton association, c'était cette idée de pouvoir apporter le cinéma à ceux qui n'y ont pas forcément accès ou pas forcément l'idée d'y aller. Comment tu t'es dit que tu allais agir ? L'idée m'est venue petit à petit, mais surtout j'ai eu un déclic un jour où je déjeunais avec Sandrine Kiberlin et Daniel Toscan du Plantier. Alors les plus anciens se rappelleront qu'il était un grand producteur. On déjeunait au Fouquet's, vraiment le lieu extrêmement connoté socialement, sur les Champs-Élysées. Et juste après, je quittais donc les Champs-Élysées pour prendre le métro et aller à Brunoy ou à Sarcelles, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, en 20 minutes de métro, ce qui est très rapide, on bascule dans un autre monde qui est celui des HLM et qui est souvent des quartiers où il n'y a rien, même pas un terrain de foot. Et je me suis dit, je passe de tout à rien. Et là encore, je ne vois pas de mérite à cela, mais c'est simplement se dire qu'il y a une grande injustice de voir qu'il y a des gens qui ont tout, des gens qui n'ont rien, et notamment ce partage de la culture et de se dire qu'il faudrait peu de choses finalement. Amener un écran de cinéma, amener un terrain de foot, et il y a pas mal de problèmes qui pourraient se résoudre à ce moment-là. Donc je crois que c'est ce jour-là que j'ai eu un déclic et je me suis dit, il n'y a pas de raison que je reste une privilégiée, il n'y a pas de raison que moi, à Canal, j'ai la chance de voir autant de films. J'ai envie de partager en fait mon bonheur à aimer le cinéma et je le fais à la télé. Et je me suis dit, je vais le faire aussi en dehors du petit écran et je vais amener le cinéma à ceux qui ne l'ont pas. Donc voilà, l'idée de Cinéma pour tous est née comme ça, c'était il y a maintenant 19 ans. Oui, et en même temps, c'est toute une organisation à monter. Parce que tu vois, entre l'idée dont tu te saisis, l'envie, et puis la réalisation... ça m'a pris du temps. Oui, ça te prend du temps. Puis il faut des équipes, des moyens, mouiller sa chemise, aller sur place, rassembler... trouver des partenaires locaux, c'est une vraie activité. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Et en même temps, une vraie joie. Alors, je me suis dit, pourquoi je me mets un deuxième job ? Je me suis dit, pourquoi je fais ça ? Mais j'avais vraiment envie de le faire. Donc, j'ai pris du temps, effectivement. J'ai bien réfléchi avant. Mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'énergie. Voilà, ça a été très bien décrit. Mais en même temps, ça m'apporte... beaucoup de gratitude, beaucoup de plénitude, beaucoup de satisfaction de voir le regard de jeunes enfants qui découvrent bien souvent le cinéma pour la première fois. On ne se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de jeunes en France qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de cinéma, même s'ils ont 17-18 ans. Quand ils y vont à une séance de Cinéma pour tous, et vraiment je le dis, depuis 19 ans, ça se produit pratiquement à chaque fois, je vois face à moi des jeunes qui n'ont jamais été dans une salle de cinéma. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai bonheur à partager ce plaisir-là. Et là encore, j'insiste, ça les divertit et ça les fait réfléchir. Il y a vraiment ces deux actions communes et peu de choses. On peut bien sûr aller au concert, on peut aller voir des expositions, etc. Mais le cinéma, pour moi, est cet art total qui permet justement d'avoir à la fois, on dit souvent, ça, on a accès à la fois à la tête, au cerveau et au cœur en même temps. Ça fait à la fois un sentiment où on peut bien se divertir, passer un bon moment, on rigole. Et puis en même temps, on peut se questionner, réfléchir, découvrir. Ça a une fonction quand même de curiosité sur le monde qui est absolument, c'est un levier incroyable. Oui, et puis capacité à sortir de nos vies, il y a ça et la littérature finalement, pour rentrer aussi profondément. Ouais. Quand tu regardes tu vois, dans le rétroviseur sur la création qu'il y avait à l'époque quand tu étais Madame Cinéma et aujourd'hui, quel changement tu notes dans cet équilibre entre activisme via le cinéma et les arts du divertissement ? Aujourd'hui, comment tu juges cette évolution et l'état du cinéma d'aujourd'hui ? Je trouve qu'on a de la chance en France d'avoir un cinéma qui est très varié, qui permet d'offrir à la fois des films de Olivier Assayas et des films de Danny Boone, par exemple. D'avoir une telle richesse. Il y a beaucoup de pays. J'ai eu la chance de voyager, de diriger Unifrance. Donc pendant 5-6 ans, j'ai vu le cinéma dans le monde entier. D'abord, j'ai constaté qu'il y avait très peu de pays où il y avait autant de salles de cinéma qu'à Paris ou en France. On est le pays au monde où il y a le plus grand nombre de salles de cinéma. Donc c'est une grande chance. Et puis surtout, je constatais que parfois, les Américains sont doués, ils font beaucoup de films à Hollywood qui sont des grandes super productions, qui ne sont pas toujours stimulantes intellectuellement.
Les Allemands, les Italiens font un autre cinéma, les Espagnols aussi. Mais d'avoir des pays où on a à la fois de grands réalisateurs de cinéma d'art-essai, de grands réalisateurs de cinéma d'action, de grands réalisateurs également pour des grands films, des grandes fresques en costume, d'avoir tout cela, des films d'animation. On est un des pays au monde qui fait les meilleurs films d'animation. Et d'avoir, qui plus est, le plus grand nombre de femmes réalisatrices. On a 25% des gens qui réalisent des films en France qui sont des femmes. Ça peut paraître peu, mais par rapport au monde entier, aux États-Unis, c'est 5-6%. Là, dans le reste du monde, on est aux alentours de 4%. Donc on peut aussi se dire, on a en plus la chance d'avoir un outil qui donne la parole aux femmes. Je pense qu'effectivement, on ne peut que être satisfaite. Et l'évolution que je vois, c'est que ces considérations d'activisme, la prise de conscience des inégalités, des injustices sociales et environnementales, elles ont été de plus en plus présentes. Et effectivement, j'ai pu voir le début de carrière d'un Cyril Dion, j'ai pu voir effectivement ce cinéma social un peu à la Ken Loach, avec des films que, par exemple, ce que fait Louis-Julien Petit, mais il y en a d'autres, je ne voudrais pas en citer trop, mais je pense qu'effectivement, on a la chance d'avoir des récits extrêmement variés et qui peuvent toucher le plus grand nombre la plupart du temps. Avec un beau système, du coup, à préserver. Un système à préserver, indispensable. Je voudrais peut-être citer l'initiative CUT, qui a eu lieu récemment et qui rassemble des personnes du monde du cinéma qui ont envie de promouvoir un cinéma engagé. Et c'est aussi une belle pépite, dont Cyril Dion fait partie, il me semble, d'ailleurs. CUT, on peut citer 50-50, on peut citer effectivement toutes les décisions qui ont été prises récemment par le CNC avec des systèmes comme EcoProd pour que les tournages soient plus respectueux de l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le cinéma récemment, depuis 2-3 ans. MeToo est passé par là, c'est important aussi. Je pense que le cinéma français a connu une belle révolution. On peut s'en satisfaire, il y a certainement des choses encore à changer, à modifier. Il faut éviter bien sûr le phénomène de la chasse aux sorcières, mais je pense qu'on peut quand même se regarder dans une glace et se dire qu'on a un beau cinéma français. Encore des choses à améliorer, mais on peut être fier de ce qu'on a sur ce coup-là. Il est porteur, en tout cas, de grands récits, de grandes espérances aussi. Alors Isabelle, derrière, tu t'as mentionné Unifrance, tu as pris un rôle de direction d'entreprise pour protéger le cinéma français et le diffuser à l'étranger. Je vais passer sur cette période-là pour m'arrêter sur la Fondation BNP Paribas. Parce que là, on est quand même si tu étais déjà engagée sur une vraie bifurcation de carrière. Comment est-ce que ça t'est venu ? À quel moment tu t'es dit... Bon, en fait, mes vies sont intermêlées, je vais continuer à travailler la culture. Ce qu'on le disait tout à l'heure, la Fondation s'engage auprès de la culture. Et puis tout ce que tu fais, c'est aussi la communication autour de ces personnes engagées aussi. Tu fais bien plus, mais c'est aussi ça. Donc tes métiers d'avant s'emboîtent un peu comme des poupées russes dans ce que tu fais aujourd'hui. Mais pour autant, c'est quand même une bifurcation. Tu te retrouves avec un gros carnet de chèques, tu te retrouves avec les joies et les peines d'un grand monde corporate, un budget considérable. J'ai vu plus de 50 millions donnés en 2023 et j'imagine que c'est représentatif. À quel moment tu t'es dit, en fait, je veux être dans l'action et soutenir avec tous les moyens possibles, financiers, réseaux, mentoring, enfin tout ce que vous pouvez mettre à disposition, le monde associatif? Écoute, il y a vraiment 2 moments. Il y a le Covid, et comme beaucoup de gens, je tournais en rond dans mon appartement et j'ai eu envie d'être utile et je voulais donc, à la sortie du Covid, absolument travailler pour une fondation. Donc j'ai pris quelques contacts et vraiment les choses se sont passées avec beaucoup de hasard. Là encore, il faut laisser la place au hasard. Et il se trouvait que la personne qui dirigeait la fondation BNP Paribas est partie à la retraite et du coup, il y avait une place libre. Et j'ai donc tout fait pour y travailler parce que c'est vraiment... Après comparaison avec d'autres fondations avec lesquelles, effectivement, j'ai pu être en contact ou j'ai même été chassée par des fondations, je me suis dit, celle-ci a le plus d'impact. Elle est la plus innovante et elle a vraiment les moyens. On a les moyens d'agir. Ça, c'est la première chose. Donc, après le Covid, l'envie d'être utile, l'envie de travailler dans le monde de la philanthropie. Mais je dirais que pour moi, c'est pas une bifurcation. J'ai l'impression de faire le même métier qu'avant, le même métier qu'à Canal, le même métier qu'à France Inter. J'ai l'impression effectivement de porter la voix des autres, porter la voix même des sans-voix parfois, de ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir parler dans un micro. J'ai l'impression de tendre mon micro et d'avoir la chance effectivement d'avoir un carnet de chèques à côté, donc de donner encore plus d'impact en dehors de la voix qui est donnée et du témoignage qui est porté, qui est important. Je pense que j'ai la capacité aujourd'hui de vraiment pouvoir faire un effet de levier. C'est ce que permet le mécénat, un effet de levier pour transformer à la racine la société, l'environnement, la société, les injustices, et de lutter très concrètement contre tout ce qui
tout ce qui nous agace et tout ce qui nous semble absolument injuste. Donc du coup, moi j'ai l'impression d'une grande continuité. On a parlé de servir, mais je pense que c'est aussi une manière de dire non. Une manière de dire non, cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas normal qu'une personne ne puisse pas aller au cinéma se payer un billet à 6 ou 8 euros. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait plus de 25% des personnes qui frappent à la porte des Restos du Cœur qui aient moins de 26 ans. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas avoir les moyens de faire des études. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui est de la pollution dans les rivières et qui soit victime justement de malversation, on peut appeler ça comme ça, environnementale. Voilà, donc c'est une réponse. Ce que je fais aujourd'hui n'est qu'une simple réponse à un sentiment d'agacement, d'énervement certains jours. Et en tout cas, moi j'appelle mon métier, j'ai tendance à dire que je fais de l'humanisme énervé. Donc je suis énervée, mais c'est une colère qui n'est pas stérile, qui trouve toujours une solution et qui cherche les moyens de l'impact. Alors, on le disait, la fondation est très grande. Peut-être que tu peux la présenter avec tes mots pour qu'on saisisse bien les différents leviers, les différents champs d'intervention. Et puis, j'aimerais bien t'entendre sur les premiers pas. Alors maintenant, ça remonte à 4-5 ans, mais tu vois, tes premiers étonnements dans ce monde-là, parce que même si tu as le sentiment d'être en continuité, tu as quand même basculé à 100% dans le monde associatif. Donc, je suis sûre qu'il y a des choses qui t'ont surprise. Pour décrire la fondation BNP Paribas, je dirais que si on fallait la résumer, je la résumerais en une question. Qu'est-ce que nous faisons pour les générations futures ? Qu'est-ce que l'on fait pour les jeunes aujourd'hui ? Donc c'est une fondation qui s'intéresse prioritairement à la jeunesse. Comment est-ce qu'on peut améliorer leur accès à la culture ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils aient moins de problèmes vis-à-vis du changement climatique, qui est quand même le problème numéro 1 aujourd'hui dans le monde, et vis-à-vis aussi de l'érosion de la biodiversité. Et dans un troisième temps, on voit bien qu'il y a 3 sujets qui nous préoccupent tous les jours, la culture, l'environnement, mais également la solidarité. Donc qu'est-ce que l'on fait pour limiter, voire supprimer les injustices sociales ? La Fondation a la chance justement de pouvoir agir à ces 3 niveaux. Il y a 3 champs d'intervention, ce qui est assez rare dans les fondations. En général, il y en a 1, 2, voilà. Donc là, on a la chance d'avoir 3 pieds pour être vraiment bien installés. C'est extrêmement large. Voilà. Et souvent, ils sont transverses. On agit effectivement pour les femmes, pour les réfugiés, pour l'égalité des chances, pour la jeunesse. Mais aussi, on le fait grâce à des actions en aidant des chercheurs, mais on le fait aussi en soutenant des artistes. Et on sait que tout ça peut être une manière de résoudre les mêmes problèmes. Et donc, on passe beaucoup, on a un moyen pour ça. Donc là, j'ai dit un petit peu ce que l'on faisait, notre objectif. Et pour cela, on utilise l'outil prioritaire qui est l'innovation sociale. Pour être sûr d'agir et d'avoir un impact, on utilise des associations ou des méthodologies qui répondent à l'innovation sociale. Alors, je vais te faire rebondir là-dessus, parce que ce terme-là d'innovation sociale, qui est un terme qu'on emploie quand même assez facilement en fait, dans notre secteur, il n'est pas forcément compris, donc je vais te faire revenir dessus. Mais j'aimerais bien t'entendre sur tes premiers pas et sur un peu le rapport d'étonnement que tu t'es fait. Alors d'abord, moi, quand je suis arrivée à la Fondation BNP Paribas, j'ai soulevé le capot du moteur et je me suis dit, waouh, ils font tout ça. Et depuis 40 ans. Ça a été ma surprise en préparant cet échange. Tu vois, j'ai tout ça, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et c'est souvent la réaction des gens. Voilà, quand ils passent un petit peu, on a une image peut-être de ce que peut être une banque. Les gens ont tous une idée bien précise. Après, quand ils vont demander un emprunt pour leur enfant, pour faire des études ou pour acheter un appart, je pense qu'ils ont une autre image du banquier. Mais c'est vrai que quand on dit BNP Paribas, on n'a pas forcément l'image d'une fondation qui fait énormément pour la jeunesse, pour les chercheurs, et qui fait en sorte que le monde tourne un peu dans le meilleur sens. Donc du coup, je me suis dit, ils font énormément de choses, et ça m'a bien plu, parce qu'effectivement, j'ai vu que depuis 40 ans, ils avaient même déjà, à l'époque, ou si je prends juste l'exemple, par exemple, d'un des programmes un peu emblématiques qui est Projet Banlieue, ils avaient même une manière assez innovante de répondre à un problème. Projet Banlieue, c'est notre programme phare, un de nos programmes phares. C'est une manière de répondre aux émeutes de 2005, la mort de Ziad Ebouna. On a tous été bouleversés par ces émeutes, et on s'est dit, il y a vraiment de grandes injustices dans les quartiers prioritaires de la ville. Comment est-ce qu'on y répond ? Et là, la réponse a été de se dire, on ne va pas pouvoir tout faire. On va s'occuper prioritairement un seul. On prend un département et on va s'en occuper à fond. Et c'était le département de la Seine-Saint-Denis, c'était en 2005. Et à l'époque, moi, je dois dire qu'effectivement, ce qu'on fait... des gens comme Michel Pébreau et Antoine Cyr, qui étaient respectivement président de la Fondation et directeur de l'engagement à l'époque, je pense que ça a été un peu révolutionnaire de dire, voilà, on prend juste un département et on va faire en sorte de résoudre un peu tous ces problèmes d'inégalité. Alors, si on reste sur cet exemple-là, comment tu agis à ce moment-là ? Parce que comme tu le rappelais, BNP Paribas, c'est quand même d'abord une banque. Leur métier, c'est de donner des crédits, de financer des projets. Comment est-ce que tu agis
pour être respectueux aussi des services publics et en même temps apporter tes compétences, tes financements, ton réseau, tout ce que tu peux, dans un exemple précis comme celui d'une action pour améliorer les conditions de vie en Seine-Saint-Denis? Je pense que c'est le bon exemple à Seine-Saint-Denis parce que c'est le département le plus pauvre, c'est aussi le département qui, après le Covid, a été témoin du plus grand nombre de violences intrafamiliales. Et on a vu une augmentation de plus de 30 à 40% des violences dans les familles, mais aussi des violences faites contre les femmes. Donc restons sur cet exemple. Et c'est vrai que moi je crois que la meilleure réponse, la meilleure manière d'agir aujourd'hui, c'est la coalition. Moi je crois aux nouvelles alliances entre le privé et le public. Bien sûr qu'on peut avoir le soutien des entreprises comme la nôtre, mais je pense qu'il ne faut surtout pas se passer de l'État. Mais l'État ne peut pas tout faire. On voit bien qu'on vit une période de réduction de budget, de subventions, que ce soit celle de l'État directement, des collectivités, des départements. Mais donc il faut rester attentif au fait que cet équilibre tienne. Et c'est cet équilibre qui est bien. S'il y a 100% de mécénat, ça ne peut pas marcher. S'il y a 100% public, ça ne marche pas toujours très bien comme on le souhaiterait. Et il ne faudrait pas non plus que telle action, telle cause soit totalement dépendante de l'État ou totalement dépendante du financement du privé. En revanche, ce système de coalition, c'est ce qui nous permet d'agir et souvent d'avoir le meilleur impact, et on peut comme ça réguler, avoir la bonne analyse d'un problème. Et sur le sujet par exemple de la violence faite aux femmes, je pense que c'est très intéressant. On est très fiers d'être un des principaux mécènes de la Fondation des femmes avec Anne-Cécile Meffer, et je pense qu'on voit bien à quel point la Fondation des femmes travaille avec un certain nombre de fondations et d'acteurs du privé, mais bien sûr s'appuie sur l'État. Et bien sûr, voilà, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup trop de féminicides, mais je pense qu'on peut aussi se dire que c'est grâce à un travail de coalition privé-public qu'on arrive à avoir un maximum d'impact. Puis tu le rappelles, privé-public, associatif. Et associatif, bien sûr, c'est tripartite. Bien sûr, parce que pour que ça fonctionne, c'est d'abord très local, et cette action locale, elle est menée par des associations. Alors j'y reviens, ton rapport d'étonnement. Mon rapport d'étonnement, c'est que d'abord c'est un immense groupe. On l'a dit, on a la chance, parce que c'est une chance, d'être présent dans 67 pays avec 200 000 collaborateurs, parce que je pense que chaque personne dans tous ces pays peut faire quelque chose. Et c'est une phrase que j'ai souvent entendue quand je suis arrivée. Quand on change l'entreprise, on change la société. Et c'est vrai que de se dire que l'on fait quelque chose avec, par exemple, des mentors, on est l'entreprise de France où il y a le plus grand nombre de mentors, avec 1000 mentors, mais je ne le dis pas parce qu'on est fier, c'est parce qu'on est persuadé que c'est un système qu'il faudrait dupliquer partout. Il faudrait que toutes les entreprises aient un grand nombre de mentors. Il faudrait que chaque entreprise, même toute petite, et souvent ce sont les TPE, etc., les petites entreprises, il faudrait que la boulangerie de Courbevoie puisse aider le lycée qui se trouve juste en face, ou le collège qui est vraiment sur le trottoir d'à côté. Et c'est grâce au mentorat qu'on arrive à changer la société. Grâce au fait, on inverse, en fait, on fait un système qui permet de véritablement aider une personne en difficulté. Là encore, j'en reviens à cette idée des vases communicants. Celui qui a beaucoup peut donner à celui qui a peu. Il y a la réalité de l'aide apportée et puis aussi le changement de regard, en fait, qui est derrière le mentorat. C'est la responsabilisation de l'individu qui mentore, qui d'un coup porte sur ses épaules, un rôle sociétal aussi. Et ça, c'est quand même un vrai changement. Le mentorat, c'est vrai que c'est une manière aussi de redonner confiance. Et puis, c'est dans les deux sens. Parce que très souvent, les salariés de l'entreprise qui sont mentors, ils le disent tous, ils en témoignent très bien, ça leur apporte aussi beaucoup. Bien sûr. Et une entreprise qui effectivement a un grand nombre de mentors, c'est une entreprise où il y a plus d'humains, il y a plus de bienveillance dans les rapports sociaux. Donc tout le monde est gagnant, et c'est une autre manière aussi de percevoir les rapports entre les générations, les rapports entre les gens, et c'est une autre conception en fait de l'humanité en fait, c'est ça. Oui. Le projet philanthropique, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement un projet de mécénat, c'est un projet d'entreprise, mais c'est aussi un projet de société, et c'est aussi un projet humaniste. Qu'est-ce qu'on veut comme société ? On veut que les femmes, les hommes travaillent ensemble. On veut qu'il y ait un peu de bienveillance si possible. On n'est pas des bisounours, on sait qu'il y aura toujours de la violence. Mais comment répondre à la violence ? Bien sûr qu'il y aura toujours des hommes qui vont frapper leurs femmes. Bien sûr qu'il y aura toujours des agressions. Et on le voit, il y en a de plus en plus. Des agressions antisémites qui sont en augmentation de plus de 350%. Des agressions faites par des plus jeunes. On voit la mode des couteaux. Là, il y a plus de 200 couteaux qui circulent dans les collèges depuis le début de l'année. C'est atterrant. Mais face à ça, ne restons pas les bras croisés.
essayons d'agir en humaniste énervé, en se disant non, et on peut agir. On peut agir sur la violence du monde, on peut agir sur la violence des êtres humains. Donc ce projet humaniste, il est porté par un projet de société et par un projet d'entreprise. En fait, ce que tu nous rappelles derrière tout ça, c'est la responsabilisation de l'entreprise qui peut-être pendant longtemps a été tournée sur la maximisation de ses profits. Et tu nous rappelles que derrière, il y a un rôle, une responsabilité, une capacité d'action sur tes salariés et puis bien au-delà, et aussi sur ton modèle économique qui est, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, selon la façon dont tu produis, selon la façon dont tu fais ton commerce, tu as un impact très différent sur le monde. Donc c'est l'entreprise dans son cœur de métier, l'entreprise dans sa relation avec ses partenaires, avec ses salariés et son mécénat d'entreprise. Toi, ta zone d'intervention, c'est le mécénat, bien sûr. Pour autant, elle doit être en cohérence avec le métier de ta maison mère. Tu nous rappelles que ta maison mère mouille sa chemise d'une certaine manière, hein, en sollicitant assez largement l'ensemble de ses salariés avec un très beau programme de mentoring. Comment est-ce que tu perçois le fait que tu sois adossé à une banque et le travail qu'a fait la BNP sur les dernières années pour pouvoir aussi mettre de la responsabilité dans son cœur de métier. Et là, je suis désolée parce que peut-être que je dépasse un peu ton cœur d'attribution, donc c'est plus un regard que je te demande. D'abord, je pense que il n'y a pas que BNP Paribas. Je pense que les entreprises du monde entier se sont posées des questions à la sortie du Covid. On a eu un autre regard sur le monde de l'entreprise en se disant qu'elle pouvait être utile. Et on a bien vu à quel point elle pouvait être aussi entravée et gênée dans la marche du monde à cause du Covid. Mais c'est vrai que tout d'un coup, et surtout en France, où en général on n'aime pas trop les patrons, etc., on s'est dit, tiens, quand même, LVMH, ils ont fourni des gourdes, ils ont fourni je ne sais quoi d'autre, etc., des masques, etc. Donc du coup, on a entrevu l'entreprise d'une autre manière. Deuxièmement, il y a une idée quand même qui circule depuis quelques temps, grâce notamment aux activistes, qu'il s'agisse de MeToo ou des activistes environnementaux, de tous les collectifs que l'on connaît. On se dit que quand même, et ça a été dit et théorisé, l'entreprise de demain, c'est l'entreprise engagée. On ne peut plus aujourd'hui se dire qu'une entreprise ne fait que des profits, tout ce qu'on a appris effectivement en faisant des études d'économie. Donc ça, c'est une bonne chose, qu'on envisage le capitalisme d'une autre manière. Bon, là, le seul problème, c'est que tout le monde ne pense pas ça. Et il n'y a pas que le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, il y en a plein qui ont effectivement ont théorisé cela, mais malheureusement, on voit bien l'évolution, notamment que prend l'Amérique aujourd'hui, le capitalisme américain, il n'a jamais été aussi dur, âpre, violent. Donc ce capitalisme à visage humain, on ne l'a pas partout dans le monde. Dommage. Mais du coup, moi je trouve que le monde du mécénat nous fait entrevoir tout ce que le monde marchand ne fait pas ou pourrait faire. On entrevoit ce que peut être la possibilité d'une utopie ou du monde non marchand. Moi, j'aime bien cette phrase, Antoine Cyr, qui était le directeur de l'engagement il y a quelques années, il disait le mécénat, c'est rendre possible l'impossible. Donc c'est vraiment du domaine de l'utopie. Se dire que la philanthropie peut avoir un peu cette couleur-là, cette couleur de l'utopie. Maintenant, je dirais que simplement, l'entreprise, elle est confrontée à de multiples défis aujourd'hui, environnementaux, géopolitiques, démocratiques. Il y a des guerres partout dans le monde. Donc la responsabilité d'une grande banque comme BNP Paribas, qui est la première banque européenne, c'est effectivement de pouvoir répondre à tous ces défis sur tous les fronts en même temps, ce qui est assez compliqué. Et elle le fait comme elle le peut, avec d'autres acteurs, des clients, avec un écosystème, des pouvoirs publics, avec l'Union européenne, etc. Et d'essayer d'y répondre comme elle le peut. Mais effectivement, avec parfois du volontarisme, quand on dit on abandonne le fossile, on fait des crédits qui sont plutôt orientés vers tout ce qui est vert, etc., etc. Donc là, il y a des décisions qui ont été prises, mais c'est vrai qu'elles sont prises dans un écosystème. On ne peut pas du jour au lendemain dire on va financer des crédits uniquement pour l'économie verte. On dit plutôt qu'on est pour la transition écologique, mais de se dire qu'on va financer uniquement les vélos électriques et les batteries électriques pour les voitures, on voit bien que c'est pas possible puisque la production ne suit pas. Si je prends juste cet exemple. Mais tout ça se fait dans un environnement complexe et c'est en pointant du doigt la complexité du monde qu'on arrive à y répondre. Je comprends bien ce que tu veux dire. Et j'imagine que, on va dire... l'envie d'évolution, une certaine forme de cohérence et
Tu vois, la façon dont on réoriente les paquebots, parce que ça reste un paquebot extrêmement lourd. J'imagine que ça a été important dans ton choix de prendre la tête de cette fondation, parce que c'est pas anodin, c'est la fondation d'une entreprise, et il faut se sentir à l'aise avec la maison mère aussi. Oui. Ouais. Je préciserai juste une chose, c'est que, comme je disais, on a une image de ce que peuvent être les banques. On en a une autre, bien sûr, quand on fréquente son banquier au coin de la rue. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le mécénat n'est pas lié au cœur d'activité de la banque. Alors, bien sûr, on s'intéresse beaucoup à tout ce qu'on peut faire pour l'éducation financière, éduquer les enfants, leur apprendre à gérer leur budget. On l'a vu récemment, on a fêté l'anniversaire de l'accès des femmes à un compte bancaire. On se rappelle, c'était en juillet 1965. Pour moi, j'ai l'impression que... Incroyable. J'étais née, donc voilà, pour vous dire que j'ai l'impression que c'était quand même absolument incroyable que les femmes ne pouvaient pas avoir la gestion, avoir leur compte en banque et ne pouvaient pas même exercer certains métiers sans demander l'autorisation d'un mari. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant, même si on est quand même un petit peu lié à ce sujet de l'éducation financière, c'est intéressant d'avoir une fondation qui n'est pas liée au cœur de métier de la banque. Nous, effectivement, la Fondation BNP Paribas a toujours choisi depuis 40 ans l'axe de la jeunesse et de l'égalité des chances. Quand on est la Fondation Danone, parfois on fait des choses qui sont en rapport avec l'alimentation. Si on est la Fondation Carrefour, on est en rapport avec la distribution alimentaire. Si on est la Fondation SNCF, souvent on est en rapport avec les transports. Moi, je pense que c'est bien de se dire que je suis totalement autonome, que j'ai une forme de liberté très éloignée du cœur de métier des banquiers. Et en revanche... Comme tu dis, c'est assez atypique, hein. Oui, c'est assez atypique, c'est assez avant-gardiste. Ça permet d'embrasser autant de sujets. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est une observation de journaliste. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais finalement, le banquier, il est au centre du village. Il est au courant de ce qui se passe. Par exemple, quand on est à Marseille, il peut travailler avec la fondation, ou il peut travailler plus exactement avec un client qui s'appelle CMA-CGM. Il peut travailler avec l'Occitane, mais il peut aussi travailler avec des petits jeunes qui veulent monter un kebab dans les quartiers nord et qui cherchent un emprunt bancaire. Donc, je pense que c'est intéressant de voir à quel point le banquier, il est au courant de tout ce qui se passe et il a une vision, en tout cas, sur l'ensemble de l'activité économique et sociale dans une ville, dans une région, dans un département. Et ça, cette vision à 360, moi, elle me passionne en tant qu'ex-journaliste. Et je me dis, voilà, je suis au bon endroit, au bon moment, après le Covid, donc, avec une époque qui est quand même on appelle ça les multicrises, on a des fractures dans tous les sens. Et je pense que c'est intéressant d'être au cœur du village, comme on dit, d'être vraiment avec cette vision à 360 pour être sûr, pas seulement d'avoir la vision, l'analyse, mais aussi la capacité d'agir. Je trouve ça très intéressant la façon dont tu le présentes. Effectivement, la banque est au cœur du village, elle est au cœur des parties prenantes, en fait. Et du coup, de ce fait-là, un levier, une capacité à soutenir ou pas différents projets et différents projets de société. Donc, comme tu nous le rappelles, toi, tu te situes à côté, avec en même temps des points de jonction, notamment sur la capacité à mobiliser les salariés, parce que quand tu développes des programmes, quand tu soutiens des programmes de mentorat, on en a parlé tout à l'heure, tu vas aller taper dans les effectifs au maximum. Ouais. Donc il y a des ponts, tu es à côté avec des ponts. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as le plus aimé quand tu t'es mis à découvrir ce monde associatif de façon très large? Tu venais du monde de la culture, donc qui est un des 3 piliers de la fondation. Là, tu en as 2 autres, tu les as cités, le soutien à la recherche et tout ce qui est social, qui était moins dans tes domaines d'origine. Quelles ont été tes pépites à ce moment-là? Je prendrais 1 ou 2 exemples. Un des premiers voyages que j'ai pu faire, j'ai été vers Bordeaux voir un chercheur qui s'appelle Bastien Castagnerol, qui travaille sur l'impact du changement climatique sur les arbres. Et ça a été passionnant de passer une après-midi avec lui, de voir comment travaille un chercheur et d'essayer de voir aussi comment on peut l'aider. Parce que les chercheurs disent tous la même chose, on n'a pas assez d'argent. Bien sûr, on manque de crédit. On manque de crédit, l'argent public ne suffit pas. Que ce soit l'INRAE, l'IRD, le CNRS, etc. Donc ça, c'était un voyage qui m'a bien plu parce que j'adore discuter avec des scientifiques. Ce n'est pas du tout ma formation, donc je les regarde vraiment
les yeux écarquillés, j'adore les écouter. Et puis c'est vrai que les scientifiques ont aussi une manière de nous alerter. Moi, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec Jean Jouzel, avec Valérie Masson-Delmotte ou avec d'autres, Yoon Shin, qui est à l'IRD, avec laquelle j'aime beaucoup discuter, je pense que ce sont eux, les chercheurs, qui savent nous alerter parce qu'ils nous montrent non seulement le problème, mais ils nous montrent souvent aussi les solutions. Bien sûr, malheureusement, les activistes aujourd'hui, proprement parler. Malheureusement, on ne les écoute pas assez. Le GIEC n'est pas assez écouté. Je pense que c'est dommage. Et puis sinon, effectivement, c'est un autre rapport aux artistes. Moi, j'ai toujours aimé aider, mettre en lumière les artistes, mettre en lumière plus généralement des personnalités qui le valent bien, comme on dit. Mais effectivement, de travailler en coulisses pour voir par exemple le danseur étoile Hugo Marchand, sa volonté de montrer ses spectacles un peu partout, notamment à des gens qui sont un peu éloignés dans la ruralité. Je trouve que ça formidable. De découvrir aussi ce monde de la danse contemporaine qui est en ce moment en plein essor avec des gens comme Ophé Schechter. Magnifique. Et puis il y a toujours un petit lien qui me ramenait au cinéma puisqu'il a travaillé avec Cédric Clapiche. Bien sûr, dans Encore. Je prendrai peut-être un exemple. Splendide. Ouais. Et puis je prendrai un dernier exemple qui est peut-être plus récent, mais c'est un des premiers coups de fil aussi que j'ai eu. C'est Sam Sturzé, qui est le patron de la Villa Médicis, que j'ai connu aux Rencontres d'Arles dans une précédente vie, et qui voulait monter un programme pour ouvrir la Villa Médicis, ce lieu d'élite, ce lieu très symbolique, de la Renaissance, etc., de l'ouvrir au plus grand nombre, de la rendre plus démocratique. Et il voulait l'ouvrir aux élèves des lycées pro. Et il n'avait pas assez d'argent. Et donc, il m'a appelé. Et c'est une des premières décisions que j'ai pu prendre. Et je suis très, très fière aujourd'hui, au bout de 4 ans, de pouvoir dire oui, on contribue à amener chaque année 750 élèves des lycées pro en France. Ils peuvent passer 5 jours à la Villa Médicis, se perfectionner, apprendre plein de choses, rencontrer des experts, des spécialistes et repartir avec des souvenirs plein la tête. Et c'est souvent un voyage qui change leur vie. Isabelle, je crois que tu fais le plus beau métier du monde aujourd'hui. J'adore mon métier. J'adore mon métier, c'est ça vrai. Se ressent, mais je comprends aussi pourquoi. Ce qu'on sent dans les exemples que tu nous donnes, c'est que vous apportez bien plus que de l'argent. Vous apportez de l'argent et c'est important aujourd'hui. Je pense qu'il faut le rappeler. Vous êtes aussi au cœur d'un écosystème et j'ai le sentiment en t'entendant que vous êtes des bâtisseurs de ponts. Vous, avec pas mal de créativité, vous construisez ou vous co-construisez des programmes. Exactement, ouais. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est la seule manière de faire, c'est de travailler avec un écosystème. Après, il reste encore beaucoup à faire. J'adore mon métier, mais je ne peux pas m'en satisfaire. Je trouve qu'il y a encore trop de choses, trop de défis. Et puis, j'ai l'impression que chaque année, il y a des crises qui s'accumulent les unes après les autres et des crises qui sont gigantesques, avec des défis. Je pense notamment à la guerre en Ukraine qui perdure, le conflit au Proche-Orient. Donc effectivement, quand il y a un tremblement de terre comme celui qui a secoué quand même la Turquie, on l'oublie peut-être trop facilement, mais c'est plus de 40 000 morts quand même en l'espace de 24 heures. Mais du coup, effectivement, je pense que il reste beaucoup à faire. Parfois, les journées sont dures quand on enchaîne les rendez-vous et qu'on est face à des gens qui ont beaucoup de besoins et qui n'ont pas forcément toutes les réponses en main. Mais effectivement, je pense que c'est construire des ponts, construire des coalitions, se battre pour lutter contre les préjugés. Moi, je me rappelle souvent d'une phrase que j'ai entendue dans un quartier, le quartier des Aubiers, qui est en banlieue de Bordeaux, qui est un quartier dur, où quelqu'un qui dirige l'association Les Déterminés m'a dit « Mais on n'a pas besoin de votre argent, madame, on a besoin d'espoir. » Et je me suis dit qu'effectivement, ce n'est pas pour rien que régulièrement je parlerai de l'espérance, et notamment de l'espérance collective. Il faut amener de l'espoir. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir. Et quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas de rêve, qui n'a plus d'espoir, il va droit dans le mur. Oui, on n'a pas le droit de laisser des jeunes sans espoir. Je prendrai un autre exemple, qui est un documentaire formidable, qui s'appelle Château Rouge, qui est à quelques mètres, à quelques kilomètres d'ici, pas très loin, dans un arrondissement voisin, à Château Rouge. Ce sont des témoignages de jeunes qui sont dans un collège. Et il y en a un qui dit « J'ai l'impression qu'on m'a effacé, on m'a gommé ou on m'a enlevé le permis de rêver. » Alors, il y a le permis de conduire, il y a le permis de construire, et le permis de rêver, je ne savais pas que celui-là, il pouvait être rayé. Et c'est horrible d'entendre un petit jeune de 14 ans dire ça, de dire qu'on lui a enlevé son permis de rêver. Donc voilà, c'est pas parce qu'on habite à Château-Rouge qu'on n'a pas le droit de partir en vacances, qu'on n'a pas le droit d'avoir une bonne alimentation, qu'on a juste le droit justement de devenir obèse parce qu'on n'a pas les sous pour s'alimenter correctement et sainement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir aller chez le médecin une fois
par an. Il y a des zones où, effectivement, grâce à Projet Banlieue, on finance des camions médicaux qui vont juste surveiller les dents et voilà, faire des consultations dentaires une fois par an. Tu te dis, en France, c'est pas possible, bien sûr. C'est pas possible, des consultations pour les femmes. Je peux en parler pendant longtemps. Mais effectivement, ce n'est pas normal. Et c'est uniquement à partir de cette simple phrase de dire ce n'est pas normal qu'on construit le mécénat, qu'on construit des programmes d'action philanthropique. Et ça, il faut le faire, le développer. Il n'y a que 9% des entreprises mécènes en France. Je voulais t'emmener là-dessus, bien sûr. Quand je t'entends, excuse-moi, mais ça me fait penser à Stéphane Hessel, bien sûr, et son « indignez-vous ». Et puis peut-être justement cette indignation qu'on oublie dans le confort de nos vies où on choisit de ne pas voir. Mais tu nous rappelles avec raison que c'est là et il faut voir et il faut s'en saisir surtout. Et j'ajouterais, indignez-vous et surtout agissez. Si chacun était dans une association, si chacun était engagé même dans une toute petite action, une demi-heure, 3 heures par semaine, on va faire les courses pour son voisin, le retraité qui ne peut plus bouger, on va faire les devoirs avec un enfant qui est un peu en difficulté. Il suffit vraiment de peu de choses pour que ça tourne un peu dans le meilleur sens. Franchement. On a le pouvoir, rappelons-nous. Et je redirais, indignez-vous, agissez, payez vos impôts et donnez le pouvoir aux femmes. Et ça ira tellement mieux. C'est presque un programme politique, Isabelle. Mais le mécénat, c'est de la politique, hein, c'est de l'intérêt général. Isabelle, est-ce qu'il y a des sujets que vous refusez d'aborder ? On ne peut pas tout faire. Effectivement, la Fondation BNP Paribas a la chance de pouvoir faire beaucoup, hein, c'est une grande chance, mais on ne peut pas tout faire. Donc on a choisi, effectivement, il y a des sujets comme par exemple tout ce qu'on pourrait faire pour la prison. La Fondation M6 le fait très bien. Pour la santé, il y a beaucoup d'autres fondations qui s'occupent justement du sujet médical et il faut faire beaucoup, il faut aider les hôpitaux, bien sûr. Mais donc, on ne peut pas tout faire, mais on se concentre sur nos 3 sujets prioritaires, solidarité, environnement, culture, et c'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà beaucoup. Au moment de ce changement de carrière, qui reste quand même un changement important, est-ce que tu as éprouvé des difficultés et est-ce que tu as des apprentissages à nous transmettre pour pouvoir réaliser cette bifurcation, ce pivot, et pour que le pivot se passe bien ? Il faut rester humble. Il faut apprendre. Chaque jour, j'apprends. Il faut avoir la conscience qu'on n'est pas parfait. Et se former. Moi, je pense que j'ai pas l'impression d'avoir fait une si grande bifurcation. J'ai l'impression de faire toujours le même métier, mais d'apprendre tout le temps. Donc, mon métier de départ, qui était de poser des questions, qui était ce beau métier que vous faites, que vous êtes nombreux à faire. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont journalistes. Mais effectivement, je pense qu'on peut continuer d'apprendre. Et de journaliste, on peut devenir effectivement délégué général d'une fondation. Je pense que c'est faisable en tout cas. C'est pas du domaine de l'impossible. J'avais eu le grand plaisir il y a quelques semaines de recevoir à ce micro Nicolas Rossignol, que tu as dû croiser, qui est un autre exemple de journaliste qui est passé dans l'associatif, puisqu'il a créé sa fondation Tout le monde contre le cancer. Ouais. Et c'est intéressant aussi comme parcours de voir cette création un peu sur le tard aussi, puisqu'il a... je pense qu'il devait avoir 35 ans, donc peut-être une petite quarantaine quand il l'a créé. Et puis, il a été picousé complètement au virus de l'association, puisqu'il a progressivement délaissé ses activités de journaliste pour s'engager à plein temps. Et de façon assez drôle, il dit tous les jours je crois que je vais abandonner. Je suis fatiguée de mes rôles et responsabilités de président d'association. Et tous les soirs, je me couche et je sais pourquoi je le fais. Ouais. Et on sent, tu vois, toute la joie et toute l'énergie que lui donne l'action dans le monde associatif. Je t'ai coupé tout à l'heure quand tu disais, en fait, l'associatif, c'est du politique. Et j'aimerais bien t'entendre un petit peu là-dessus. D'abord, est-ce que vous accompagnez, tu as raison, tous ces sujets-là qui sont des sujets d'ordre du bien public ? Par nature, c'est du politique. Est-ce que vous accompagnez les associations dans leur plaidoyer ? Est-ce que vous allez travailler d'une façon ou d'une autre la façon dont ces sujets-là peuvent être accompagnés par des lois ? Comment est-ce que tu te situes sur le champ du politique ? Alors, je n'ai pas de philosophie bien précise sur l'idée d'aider une association à faire ou non du plaidoyer. Je pense que chaque cas est différent. J'ai pris l'exemple de la Fondation des femmes. Je pense que c'est très important aujourd'hui, vu le manque quand même de connaissances, les préjugés qui existent sur les féminicides et les violences faites aux femmes. Je pense que c'est important sur certains sujets de faire du plaidoyer, comme effectivement sur le traitement de la violence à l'égard des enfants. Je pense que quand on voit les statistiques de l'aide sociale à l'enfance, il est très important quand même
d'informer, de faire du plaidoyer, faire de la sensibilisation. Donc ça, c'est vraiment, je rejoins mon cœur de métier. Informer, faire passer des messages, ça reste aujourd'hui un vrai levier d'action. Et je prends 2 sujets, mais je pourrais aussi parler de la cause environnementale, où là encore, il faut quand même bien sensibiliser au-delà de ne jetez pas vos mégots par terre ou les sacs en plastique, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'informations qu'il faut faire passer. Ça, c'est une chose. Le mécénat, c'est de la politique parce que c'est de l'intérêt général. J'ai eu la chance d'animer une émission sur France Inter qui s'appelait Service public. Donc déjà à l'époque, j'avais la considération qu'une infirmière, une caissière, un professeur était un homme politique ou une femme politique, tout autant, avec des considérations de service public et d'intérêt général. Et je pense que nombreux sont les femmes, les hommes aujourd'hui qui sont au service de la nation, au service de la société, et qui veulent justement une transformation et une suppression des inégalités, des injustices. Et eux, ils font vraiment de la politique. Donc du coup, moi, j'ai toujours l'impression qu'on est nombreux à faire de la politique. Il n'y a pas que les hommes politiques, il n'y a pas que les femmes et les hommes politiques qui font de la politique. Donc faire du mécénat, c'est une manière aussi d'œuvrer pour la vie de la cité. Et puis, pour aller dans ton sens, c'est peut-être aussi une manière de nous réconcilier avec la politique, puisque là, on est sur des actions concrètes de terrain. Après, il y a un certain nombre de sujets qui continuent quand même à passer par des lois. Et tu vois, on parlait des sujets environnementaux, les lois sur le devoir de vigilance, sur la loi déforestation, etc. On voit bien que les lois ont aussi une capacité d'entraînement ou d'arrêt. Ouais. Selon les sujets, on est en plein dans la loi du plomb, on le voit bien. Donc il y a le bien public auquel participent très largement les associations et les fondations et dans lequel vous avez plus que votre place. Et puis il y a le politique qui va donner le terrain de jeu quelque part. Et parfois il y a des dialogues entre les deux. Il y a des dialogues, il y a parfois des incompréhensions, il y a parfois même des malentendus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit certains débats à l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'on ne se comprend plus, on ne les entend plus, ou au contraire, ils crient tellement fort qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Mais c'est bien dommage. La loi du plomb, MaPrimeRénov', on voit bien qu'il y a des complexités qui ne sont pas entendues à l'Assemblée nationale. Et en revanche, on voit un monde associatif qui est très actif, qui accueille de plus en plus. Là, depuis le Covid, il y a des flots et des flots de trentenaires. On les appelle les néo-ruraux, les bobos, avec peut-être un peu trop d'ironie. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui ont rejoint soit le camp des associations, soit celui des entreprises qu'on appelle de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, soit des entreprises à mission, il y en a de plus en plus, soit des start-up à impact. Et là encore, les banquiers avec lesquels je discute de temps en temps me disent qu'effectivement, c'est une chance de pouvoir les aider à, voilà, là encore, à avoir un peu plus d'argent, à agir avec un peu plus d'impact, qu'il s'agisse de donner de l'argent à une start-up ou à une femme qui dirige une entreprise. Parce que bien souvent, on voit que les entreprises dirigées par des femmes ont beaucoup plus cette considération d'impact social et environnemental. Donc du coup, ce que je trouve dommage, et c'est un peu ce que dit Laurent Berger, il y a des corps intermédiaires qui aujourd'hui n'ont pas accès au débat public. On entend beaucoup les hommes politiques, on entend beaucoup les commentateurs, on entend beaucoup le monde médiatique, en tout cas un certain monde médiatique. Et puis au milieu, il y a tout un champ qu'on n'entend pas trop. Là, la nouveauté, c'est qu'on entend des patrons. Alors, on les entend justement dans les commissions d'enquête, quand ils passent sur les chaînes parlementaires ou autres. Tout d'un coup, on se dit, tiens, il ressemble à ça, tel patron, etc. Et ils viennent un peu défendre ce qu'ils savent faire. Et puis, il y a quand même des patrons d'associations, des patrons de fondations éventuellement, mais en tout cas, tout ce petit monde de l'impact social, j'y inclus aussi l'ESS, on ne les entend pas. Moi, je dis qu'ils sont invisibilisés, ils ne sont pas dans les médias, ils sont heureusement dans les podcasts comme celui-ci, mais c'est vrai que c'est quand même dommage, alors que ce sont les corps intermédiaires, ce sont eux, ce ne sont plus les syndicats aujourd'hui. Et donc, espérons que dans le débat public, on les entende autant qu'un député ou un ministre un jour. Alors, tu touches du doigt un sujet qui me tient beaucoup à cœur, comme tu l'imagines, celui de la mise en lumière, la mise en valeur de ce monde engagé, qui est en fait absolument nécessaire pour pouvoir inspirer les gens qui n'y sont pas encore et les engager à leur tour, tu vois, leur montrer que la voie est possible, qu'ils peuvent y aller, et d'ailleurs leur donner des idées. Parce que en démultipliant la compréhension de ces chemins, à un moment on trouve le nôtre. Et tu le dis très justement, en fait, dans les médias mainstream, il y a encore peu de place allouée à ce monde de l'économie sociale et solidaire, à ce monde des associations et des fondations,
Qu'est-ce que tu appelles de tes voeux pour pouvoir transformer ça? Qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Je pense qu'il faut que les médias soient plus attentifs. Alors je sais qu'ils sont sous pression ou qu'ils sont parfois, ils n'ont pas le temps, ils sont suractifs, l'actualité déborde de sujets, donc les journalistes n'ont pas forcément le temps de prêter attention au monde associatif ou au monde que j'appelle le monde à impact. Mais je pense qu'il faut quand même faire entendre cette voix et espérons que des podcasts comme celui-ci puissent inspirer d'autres journalistes, des médias mainstream. Et puis sinon, on se passe du mainstream. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est plutôt Instagram, les réseaux sociaux. Il y a 1000 manières de faire passer des informations. Il y a également l'art dans la rue. Moi, je pense que c'est aussi une autre manière d'informer. J'y crois beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont, avec la Fondation, on peut mettre en visibilité des visages de femmes, d'hommes peu connus du grand public, mais qui font des choses extraordinaires, comme Diarata Ndiaye, qui s'affiche dans la région de Nantes, ou encore Amandine Corny, qui est une super chercheuse qui travaille elle aussi sur les arbres fruitiers, le changement climatique. Elle a sa fresque à Amiens. Je vais préciser, Isabelle, vous avez créé des grandes fresques qui mettent en avant des portraits en fait de ces femmes qui sont engagées, femmes toutes, il me semble. Femmes, hommes. Non, d'accord, de on ces les personnes met en engagées. valeur dans des fresques, sur des fresques, et c'est notre manière à nous de les rendre visibles en fait. Ils ne sont pas présents, en tout cas pas souvent, dans les grands médias mainstream. Nous avons choisi effectivement de mettre en valeur des femmes, des hommes qui font des choses formidables. J'ai trouvé ça sur génial. Des grandes fresques. Ouais. Alors évidemment, ça m'a fait penser aux travaux de JR, par exemple, qui n'est pas lui tant sur des personnes engagées, il est sur les gens l'homme de la rue, mais qui veille toujours à nous faire réfléchir et il fait un véritable musée à ciel ouvert. Ouais. Et il pose une question aux passants. Il n'apporte aucune réponse, mais il pose une question. Et je trouve qu'avec vos fresques, d'une certaine manière, vous jetez la même nature de pavé dans la mare. Ouais. Vous êtes là et vous nous renvoyez cette question de... Et toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, y a l'engagement est devant toi, à toi de le saisir. Et je précise que JR est un artiste extraordinaire qui se renouvelle, mais il a cette capacité justement de faire réagir. Et je trouve qu'effectivement, il arrive à pointer notre attention. Je me rappelle du mur qu'il avait installé à Jérusalem, où on voyait différentes personnes de différentes religions qui exerçaient le même métier. Et qui exerçaient le même métier. Un Palestinien, un Israélien, même métier. Et tu ne voyais pas la différence. Évidemment, les hommes se ressemblent. Ouais. C'est merveilleux. Voilà, je trouve que c'est incroyable le pouvoir des artistes pour susciter chez nous l'envie de réagir, l'envie d'agir et l'envie de réfléchir. Oui. Et du coup, merci à la Fondation d'aller aussi sur ce chemin-là, qui est peut-être moins attendu que le social, mais où vous êtes aussi très actif. Si tu avais une carte blanche demain, tu vois, un carnet de chèques un puits sans fond, tu vois, qu'est-ce que tu soutiendrais? Je crois que l'art dans la rue, c'est ce qui me passionne le plus aujourd'hui. On a parlé de JR, mais je pourrais dire effectivement qu'avec des jeunes street artistes, si on pouvait, par exemple, choisir 15 prisons en France et de refaire les murs des prisons, de les repeindre, de faire rêver les prisonniers, voilà, ça serait une des choses que je pourrais faire avec mon carnet de chèques en blanc, mais il y aurait tellement d'autres choses. Emmener des gamins en vacances. Il y a aujourd'hui plus de 46% des Français qui ne partent pas en vacances, et parmi eux, beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne quittent jamais leur immeuble, leur quartier, leur région. Voilà, ils sont jamais partis de France, ils ont jamais quitté leur département. Les emmener en vacances, c'est changer parfois leur vie entière. Donc voilà, j'aimerais bien, si j'avais un carnet de chèques où je peux tout faire, j'aimerais bien permettre à plein de jeunes de partir en vacances. Je t'ai donné le droit de rêver, mais en fait, tu nous ramènes au rêve. Tu sais, non, mais tu nous ramènes à la capacité, au fait de pouvoir offrir à chacun le droit de rêver, qu'il soit, comme on le disait tout à l'heure, un enfant dans un lycée à qui on est en train de couper les ailes, un homme en prison ou un enfant qui est coincé dans son quartier. Mais le rêve, c'est la vie. Le rêve, c'est la vie. C'est pas pour rien que quand même j'ai travaillé dans le cinéma pendant si longtemps. C'est que pour moi, être enfermé dans une salle toute noire avec un écran et des images qui nous font rêver, c'est un but dans la vie aussi. Alors il y a le cinéma et puis il y a les livres aussi. On en parle un peu moins, mais tu as, j'allais dire, commis, on va le dire comme ça, 3 livres. Et puis tu diriges aujourd'hui
une collection chez Calman Levy qui s'appelle L'Engagé, qui met en avant des personnes engagées qu'on ne voit pas suffisamment. Je crois que tu as déjà 3 ou 4 ouvrages à ton actif dans cette collection. Et on voit bien, un peu à l'image de tes fresques, cette envie de pouvoir mettre en lumière ceux qui font. Et là, avec le mérite du temps long qu'offre l'ouvrage. Est-ce que où tu en es sur ce support qu'est le livre ? Est-ce que l'envie d'écrire te titille à nouveau ? Est-ce que le fait de diriger tes collections, finalement, c'est une substitution à ta propre écriture avec une démultiplication créative ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur l'écriture ? Alors, d'une part, je crois que j'aurais toujours envie d'écrire, mais là, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Mais je pense que c'est pas vraiment une forme de substitution, c'est la suite logique. C'est que j'aime bien mettre en valeur et trouver des porte-voix. Donc, effectivement, je pense que le livre est un bon outil pour montrer à quel point on peut réaliser des choses, on peut agir. Et je pense que c'est une manière aussi de montrer à quel point notre époque est pleine de combats. On manque un peu justement d'ambassadeurs, on manque un peu d'Albert Camus, mais il y en a quand même certains. Et c'est à eux qu'on a envie de permettre d'être dans cette collection sur l'engagement chez Calman Levy. Là, il y a 2 livres pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont paraître bientôt. Tu veux nous rappeler les titres, enfin les auteurs? J'ai rêvé d'une école, c'est surtout celui-là que j'ai envie de mettre en valeur, parce que c'est Frédéric Matisse qui a monté les écoles de la transition écologique. Il est parti vraiment de 2-3 écoles dans la région de Toulouse. Ensuite, il y en avait 8-10. Aujourd'hui, il y en a une bonne trentaine. Il y en aura 60, je pense, d'ici un an et demi. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce qu'il fait est extraordinaire. Frédéric Matisse, les écoles s'appellent Être, les écoles de la transition écologique. Et je pense qu'effectivement, J'ai rêvé d'une école, c'est un très bon titre, parce qu'il a rêvé d'une école où on apprend beaucoup de choses, et notamment à couper du bois, à faire du recyclage et à être en lien apaisé avec la nature. Ça me renvoie à un échange que j'avais eu la chance d'avoir avec Jean-Louis Etienne. Ouais. Et je ne sais pas si tu connais son histoire, mais il a été tourneur-fraiseur en première formation avant de devenir chirurgien, puis le grand aventurier qu'on connaît. Et il nous rappelait que dans les formations de nos écoles, on oublie le faire avec les mains, et que c'est pourtant essentiel. On arrive aux dernières questions de notre enregistrement, Isabelle. D'abord, une petite question sur l'aide qu'on peut t'apporter. La Fondation est évidemment très puissante, à la fois par ses équipes, par son carnet de chèques, on l'a dit. Mais voilà, les personnes qui nous écoutent ont souvent envie de s'engager d'une façon ou d'une autre sur les projets qu'ils entendent. Est-ce que tu as un appel à l'aide à faire ? Alors là, il n'y a pas plus simple. Il suffit de se rendre sur n'importe quel site, celui de la Fondation de France ou celui de la Fondation BNP Paribas, et de regarder la liste de nos partenaires. Et chacun a besoin d'aide. Super. Voilà. Super. Donc, que vous soyez tant la Fondation que toutes les associations que vous soutenez. Je pense que toutes les associations aujourd'hui souffrent, ont besoin de financement, mais pas seulement. Elles ont besoin aussi de temps. Et si vous avez du temps, si vous êtes même salarié, je pense que votre entreprise peut vous donner du temps pour aller militer dans une association, pour aller agir directement là où on a vraiment besoin de vous, et ça servira l'ensemble de la collectivité. Génial, Isabelle. Est-ce que tu as un livre ou un film qui t'a marqué un moment sur ton chemin, que tu auras envie de nous transmettre ? En plus, on est en mois de juillet, on va tous partir en vacances, enfin, quand on fait partie des chanceux qui ne sont pas les 46% dont tu parlais tout à l'heure coincés chez eux. Qu'est-ce que tu nous conseilles de mettre dans nos bagages ? Un livre, moi je dirais L'homme révolté de Albert Camus. Bon, c'est peut-être un peu sérieux comme lecture. Sinon, tous les livres de Romain Gary. Génial. Et un film, j'ai vraiment adoré Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Moi, on peut le voir et le revoir. C'est bourré d'idées, c'est bourré de vie, d'énergie, d'enthousiasme, d'espérance. Oui, puis ça a vraiment été un film déclencheur à un certain moment. Ouais. C'est parce qu'on parlait enfin de solutions. Une dernière question, si tu veux bien, Isabelle. À quelle personne inspirante et engagée tu as envie de passer ce micro ? Et je sais que c'est pas une question facile pour toi parce que tu en vois tellement. Si tu devais en choisir une aujourd'hui, qui ce serait ? C'est très dur d'en choisir une seule. Je sais. Certaines sont déjà passées à ce micro. Donc je dirais Zaya Zouani, chef d'orchestre, originaire de Seine-Saint-Denis et femme de grand talent et ouvreuse de portes et ouvreuse de rêves. Et qui a monté l'orchestre Divertimento. Oui. Zaya, j'arrive, bien sûr. Merci pour tout, Isabelle. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu nous transmets aujourd'hui et chaque jour de ta vie. J'ai l'impression que tu es en permanence dans la transmission. Merci de m'avoir permis de parler de ce que j'aime, de parler de ceux qui font, de ceux qui agissent. Et merci à vous, si vous écoutez, d'aider ceux qui aident.
Allez, à vous d'agir. Merci beaucoup.